Bonjour Benjamin Lucas, Bonjour. merci de passer si tôt sur notre plateau. Alors bien évidemment, l'actualité, c'est y aura-t-il un gouvernement à Noël? Alors le Premier ministre hier a reçu les présidents des deux chambres, les présidents des groupes parlementaires, mais aussi les chefs de parti, avec une proposition. On va commencer par là. Voulez-vous tous participer à mon gouvernement? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un manque de lucidité criant, ou alors il se moque de nous. Nous avons clairement dit que nous ne partagions pas les orientations de M. Bayrou, qui est un acteur central du bloc macroniste depuis 2017 et qui est là pour perpétuer la politique d'Emmanuel Macron, que les Françaises et les Français pourtant ont durement rejeté lors des derniers scrutins. Le moment de l'union nationale, il n'est pas venu. Politiquement, c'est complètement improbable. Non mais l'union, on peut s'unir sur de l'émotion, on peut s'unir sur des grandes causes, inscrire l'IVG le droit à l'IVG dans la Constitution, etc., etc. Nous ne sommes pas d'accord sur des pans essentiels de la vie politique du pays. Nous ne sommes pas d'accord sur l'âge de départ à la retraite, ça a été rappelé hier. Nous ne sommes pas d'accord sur la contribution qui doit être celle des ultra-riches à l'effort de réduction des déficits et de soutien à nos services publics. Nous ne sommes pas d'accord sur l'écologie. Bref, pourquoi mettre ensemble des gens qui ne sont pas d'accord? Vous savez, ça a été l'illusion initiale du macronisme. On a voulu nous faire croire en 2017 qu'on pouvait rassembler les opportunistes des deux camps, qu'il n'y avait plus de gauche, qu'il n'y avait plus de droite, qu'il n'y avait plus d'idées et plus de convictions finalement. Je n'y ai pas cru en 2017, je n'y crois pas plus en 2024 et bientôt en 2025. Alors il a ouvert une porte, vous en parliez sur la réforme des retraites, alors pourquoi Timide. pas? Oui, pourquoi, surtout qu'on va y revenir, parce qu'il a dit deux choses différentes hier. La première chose, c'est pourquoi pas en rediscuter, renégocier, donc ça ce sera avec les partenaires sociaux, mais en attendant, je ne suspendrai pas la réforme de 2023. Vous auriez voulu quoi sur ce point-là? Vous parliez de Noël, il arrive avec une belle boîte de cadeaux. Il dit « je suis prêt à », etc. Sauf qu'à l'intérieur, c'est vide. Bon, moi, je connais personne qui, au pied du sapin de Noël dans quelques jours, serait ravi d'avoir une boîte vide sans cadeau. Ça nous arrive à tous d'avoir été déçus par un cadeau, mais est-ce qu'il faut le renvoyer, ce cadeau? Déçu, il ne dit rien. Il nous renvoie, allons dans le fond de ce que propose M. Bayrou, il nous renvoie à plusieurs mois. Il sera sans doute même plus à Matignon à ce moment-là. Donc, c'est du vent. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait puisqu'il refuse d'abroger dans l'intervalle cette réforme des retraites? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des centaines, des milliers de personnes d'ici là vont subir cette réforme des retraites. Ça veut dire des bénévoles associatifs qui ne pourront pas s'engager dans leur association à l'âge de la retraite. Ça veut dire des gens qui vont mourir à la tâche. Ça veut dire des souffrances supplémentaires. Donc moi je ne dis pas non, vous allez souffrir, mais on verra plus tard. Nous disons que le préalable à toute discussion, c'est d'abroger la réforme des retraites. Mais ce que nous lui demandons, c'est pas grand-chose en réalité. C'est simplement ou de la suspendre. Que l'Assemblée nationale puisse voter, que nous puissions faire notre travail de parlementaire. Moi je suis effaré par ce déni de démocratie. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale, il y en a pas sur grand-chose des majorités. C'est le constat qu'on fait quand même lucide depuis les dernières législatives. Il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites. Avec le Rassemblement national. Or, ce sont les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, que ce soit celui de M. Attal, d'abord Mme Borne, mais celui de M. Attal, celui de M. Barnier et maintenant celui de M. Bayrou, qui empêchent l'Assemblée nationale de voter et qui font de l'obstruction. Que M. Bayrou, qui théorise le retour du Parlement et du parlementarisme, nous laisse faire notre travail, c'est-à-dire inscrire à l'ordre du jour l'abrogation de la réforme des retraites et la voter. Alors, il a dit un certain nombre de choses. Il a fixé, alors ça c'était dans l'émission sur France 2 hier, l'événement, quelques jalons. Donc il y a le discours de politique générale, déclaration de politique générale le 14 janvier. Il a parlé aussi d'un budget qu'il aimerait voir voter mi-février. Est-ce que c'est censé de pouvoir penser à ça? Est-ce qu'il ira jusqu'à mi-février? Est-ce qu'il y aura une censure après sa déclaration de politique générale? Moi, je ne vois pas de raison aujourd'hui de ne pas le censurer. Je disais, il y a d'abord sa nomination procède d'un nouveau déni de démocratie. C'est pas parce qu'il est répété qu'il est moins grave. La récidive en matière judiciaire, c'est aggravant. Ce n'est pas une excuse. Donc, je crois qu'il faut continuer à combattre cette volonté du président de la République de maintenir les siens au pouvoir malgré la sanction électorale des Françaises et des Français. La démocratie, c'est précieux. Et puis ensuite, on a quand même des réponses sur rien. Pardon, mais il a été commissaire au plan. Il n'a rien planifié du tout, François Bayrou. Pourtant, on nous disait que ça faisait des décennies qu'il attendait d'arriver à ce niveau de responsabilité. Donc moi, je souhaite, oui, censurer François Bayrou. On l'a vu, il n'y a pas de bouger sur les retraites. Il n'y a pas d'annonce de nature aujourd'hui à rassurer la gauche, ou en tout cas à montrer que nous aurions des victoires à amener à nos électeurs, pas pour des victoires pour nous-mêmes, mais pour eux-mêmes, pour leur pouvoir d'achat, pour nos services publics, pour notre transition écologique. Et on a même une provocation avec la volonté de maintenir M. Retailleau au ministère de l'Intérieur, alors qu'il singe en permanence les discours de l'extrême droite. Alors justement, la secrétaire nationale, Marine Tondelier, donc des écologistes avaient dit que c'était une ligne rouge. Tout le monde a ses lignes rouges. Vous venez de l'évoquer. Si Bruno Retailleau reste au gouvernement ou revient au gouvernement, ça veut dire que pour vous, le paquet cadeau, puisqu'on parle de Noël, c'est avec sa vision d'une nouvelle loi immigration?
Je ne sais pas, le Premier ministre doit donner des réponses. Ce qui est certain, c'est que M. Retailleau, Ce sont les conditions M. des Retailleau, Républicains. je le combats politiquement, il a un mérite, c'est qu'il dit les choses. Il dit ce qu'il veut faire, on connaît ses convictions. Moi j'ai vu, vous savez, c'était il y a un an maintenant, quasiment jour pour jour hier. J'étais dans la commission mixte paritaire sur la loi immigration il y a un an. J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu M. Retailleau et M. Ciotti, qui étaient d'ailleurs ensemble à l'époque, et qui le sont toujours intellectuellement, dicter à la Macronie la loi immigration sous les applaudissements du Rassemblement national. On voit ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, et c'est à mon avis contradictoire avec le barrage républicain que les Françaises et les Français ont fait 2 fois au second tour de l'élection présidentielle, 2017 et 2022, et qu'ils ont fait massivement aux élections législatives en juillet 2024. Donc moi, je ne contribuerai pas d'une manière ou d'une autre, par mon silence, par ma tolérance, par ma bienveillance, à briser les digues avec le Rassemblement national et à permettre qu'une politique inspirée du Rassemblement national puisse s'appliquer. Alors on verra si ce gouvernement est proposé avant Noël, hein, c'est dans quelques jours. On va rester sur le territoire national, on va aller à Mayotte où est le président de la République. Mais contrairement d'ailleurs à ce que dit le Premier ministre, qui, lors des questions au Premier ministre, a sous-entendu que Mayotte n'était pas sur le territoire national. D'où l'expression que j'ai utilisée en allusif. Alors donc le président de la République est resté à Mayotte, une nuit de plus qui n'était pas prévue. Alors déjà, votre regard sur ce déplacement, c'est pas que symbolique, c'était important qu'il y soit ? Qu'il y soit, oui. Enfin, ce qu'il y fait, pardon, mais je suis halluciné par les images que j'ai vues hier soir. Nous avons des gens qui ont tout perdu. Tout perdu. Leur maison, parfois leur famille, des gens qui sont dans un niveau de désespoir absolu. Et qui, par ailleurs, ce désespoir qui n'est pas nouveau, qui a été amplifié par cette catastrophe climatique, mais qui vient de loin, qui vient d'un abandon de l'État, qui vient du manque d'eau, qui vient de l'absence d'investissement massif pour aider, pour accompagner ce territoire qui est le plus pauvre de la République. Et vous avez un président de la République qui vient leur faire la leçon et qui vient, pardon pour l'expression, mais j'en ai pas d'autre, les engueuler. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais qui est-il ? Pour qui se prend-il ce président de la République ? C'est pas la première fois, mais là aussi la récidive est un facteur aggravant. Alors il y a quelques annonces. Donc la catastrophe naturelle est déclarée. Il y a une loi spéciale pour la reconstruction. Je crois que le Premier ministre a parlé de 5 milliards pour reconstruire Mayotte en 2 ans. Mais il y a aussi des propos sur la pression migratoire. Est-ce qu'il faut faire rapidement quelque chose sur ce sujet-là à Mayotte ? Est-ce que ça passe par une nouvelle loi ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Comores et avec Mayotte ? Moi, je crois que ça suffit maintenant, la récupération de charognards, de Bruno Retailleau, d'Emmanuel Macron et d'autres autour de la situation de Mayotte qui veulent se servir de cette catastrophe, de ce drame absolu pour remettre leur obsession migratoire sur le devant de la scène. On a d'ailleurs eu des drames provoqués par cette politique brutale et répressive puisqu'il est documenté que des personnes ont hésité à se mettre à l'abri, ne sont pas allées se mettre à l'abri parce qu'elles avaient peur d'être contrôlées puis expulsées par la police. Ça dit quelque chose de la situation d'inhumanité dans laquelle nous traitons aujourd'hui les populations à Mayotte. Alors, il y a quand même de la diplomatie à avoir avec les Comores. Est-ce que c'est possible ou est-ce que Mayotte est condamnée à vivre dans ces soubresauts, sans parler bien évidemment de la catastrophe climatique ? On ne peut pas grand-chose contre la géographie. Et donc il faut effectivement faire œuvre de diplomatie, faire œuvre de soutien. Il faut un quoi qu'il en coûte aujourd'hui pour Mayotte, pour la sécurité vivable. Suffisant ? On verra. Moi je pense qu'il faut d'abord partir des besoins. Je trouve qu'on est là un peu vite. Il faut d'abord identifier les besoins et ensuite y mettre l'investissement nécessaire. Et pas simplement pour reconstruire ce qui a été détruit, mais pour remettre Mayotte à un niveau décent dans la République. On ne peut pas accepter un territoire aussi paupérisé, aussi abandonné que les Mayotte aujourd'hui. Et la République, ça peut pas être simplement des slogans, des discours la main sur le cœur, dire vous êtes la France, dire ce qu'a dit le président de la République hier quand il a fait la leçon en disant heureusement pour vous que vous êtes en France. Je résume à peine je caricature à peine son propos. Si la France et si la République, ça veut dire quelque chose, eh bien ça doit être dans les moyens, dans la traduction de la promesse républicaine partout et donc à Mayotte. Eh bien merci beaucoup Benjamin Lucas. Merci à vous. Bonne journée à vous.